Bonsoir et bienvenue, voici les titres du 22h ce soir. Comment doper la croissance en Europe? Une piste s'ouvre ce soir avec l'abaissement du taux directeur de la zone euro à son plus bas niveau. Cette décision pourrait apporter une bouffée d'oxygène à une Europe empêtrée dans la crise de la dette et affaiblie par une croissance invisible. Alors peut-on vraiment espérer un nouveau souffle? Analyse notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. C'était le 27 février 2010, une tempête baptisée Xynthia dévastait des vies et des communes. 29 personnes trouvaient la mort à la Faute-sur-Mer. La même année, de fortes inondations engendraient un lourd bilan humain et matériel dans le Var. Alors après 2 ans d'enquête, la Cour des comptes publie aujourd'hui un rapport qui accable l'État. Grave défaillance du système d'alerte et de secours, urbanisme incontrôlé, manque de concertation. Les détails dans ce journal. Et puis c'est une forte activité diplomatique à l'Elysée. Le président français reçoit 3 chefs d'État africains ces prochains jours. François Hollande s'est entretenu tout à l'heure avec le président du Gabon, Ali Bongo. Demain, ce sera au tour du Guinéen, Alpha Condé. Et lundi prochain, c'est le nouveau président du Sénégal, Macky Sall, qui sera à Paris. Alors, quelle relation entretient la France avec ces pays? Y-a-t-il un changement de climat depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir? Notre invité pour en parler, Guillaume Soro, il est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être avec nous ce soir. Ce n'était pas l'affluence des grands jours comme hier, même si Jean-Marc Ayrault était à nouveau présent au Sénat aujourd'hui. Le Premier ministre est venu présenter le bilan du dernier Conseil européen. Il a insisté sur le pacte de croissance adopté à Bruxelles, sur proposition française, a-t-il rappelé. Les détails avec Mounir Soussi. Au Sénat, Jean-Marc Ayrault vient présenter le paquet européen que les élus devront voter. Un ensemble de textes qui lie le pacte budgétaire négocié par Nicolas Sarkozy aux avancées sur la gestion des banques et des taxes sur les transactions financières impulsées par François Hollande. Un moyen de forcer l'opposition à soutenir l'ensemble. Il y aura des gens qui voteront ce traité à l'UMP, c'est clair. En particulier, bien sûr, sur l'aspect MES, il est acquis, il avait été négocié en amont. Sur l'aspect pacte de croissance, je crois qu'il serait difficile de voter contre, même pour des parlementaires de droite. Pas de problème pour certains élus UMP qui veulent se poser sur la question européenne en opposant constructif. Mais je n'aurais aucun problème à voter la ratification d'un accord que j'aurais voté si Nicolas Sarkozy était encore président de la République. C'est évident. Je réponds à la question posée, je ne réponds pas à la personne qui me pose la question. Le gouvernement cherche à éviter de convoquer le Congrès pour la ratification où une majorité des 3/5 est requise. D'autant que le soutien de tous ses alliés est loin d'être assuré. En l'état, nous ne le voterons pas, nous nous y opposerons. Aujourd'hui, nous pensons d'ailleurs, dans la mesure où ce n'est certainement pas un débat qui a transcendé, je dirais, la campagne électorale, qu'il faut revenir devant le peuple français, qu'il faut qu'il y ait un débat national d'importance et qu'il soit sanctionné par un référendum. Hors de question pour l'Elysée, la blessure de l'échec du référendum de 2005 sur la Constitution européenne reste encore vive dans l'esprit de François Hollande. C'est une loi censée améliorer les conditions de détention. La loi pénitentiaire adoptée en 2009 a pour objectif de rendre moins pénible la vie carcérale. 3 ans après sa promulgation, le Sénat en fait un premier bilan. Et vous allez le voir, on est loin, très loin des espérances. Sophie Normand. Près de 3 ans après la promulgation de la loi pénitentiaire, les conditions de vie des détenus se sont améliorées. Mais la réalité de la vie carcérale reste très éloignée des objectifs du texte. Parmi les points forts, on peut citer par exemple l'augmentation des permis de visite, ce qui montre un rapprochement de la personne détenue et de la famille, le développement des parloirs familiaux, le développement des unités de vie familiale, et puis aussi des progrès dans l'intérêt que portent les chefs d'entreprise et que portent les artisans au travail pénitentiaire. Dans les points faibles, eh bien, il y a notamment des dispositions qui ne s'appliquent pas encore parce que les décrets d'application n'ont pas été pris. Il y a aussi le régime des fouilles qui n'a pas été modifié. Le rapport sénatorial formule 20 recommandations parmi lesquelles l'installation de portiques à ondes comme alternative aux fouilles, l'instauration d'un revenu minimum carcéral ou encore le développement du travail pénitentiaire. Il s'agit de mettre encore un peu plus d'humanité dans les prisons françaises, pas suffisant pour les associations. La priorité reste pour elle les aménagements de peine. Notre position, c'est l'automaticité des aménagements de peine.
que ce soit en semi-liberté ou en libération conditionnelle. Concernant la longueur des peines et les longues peines, évidemment, nous souhaitons que le gouvernement planche rapidement sur cette question et mette fin aux détentions de sûreté. La loi pénitentiaire ne pourra vraiment s'appliquer qu'avec le renforcement de moyens humains. La remise en cause par le nouveau gouvernement de l'objectif de construction de plus de 20 000 nouvelles places de prison devrait permettre de dégager des marges financières pour les recrutements. Et dans l'actualité aujourd'hui, c'est un décret qui donne le sourire aux locataires quand les propriétaires vont faire la grimace. On connaît désormais les détails de l'encadrement des loyers à la relocation ou lors du renouvellement d'un bail. Vous êtes concerné si vous habitez dans l'une des 44 villes retenues, lesquelles on voit cela avec Florence Maurice. 7 Français sur 10 sont favorables à cette mesure, mais elle jette un froid parmi les professionnels de l'immobilier. 1500 communes sont concernées par ce dispositif de blocage des loyers. Parmi elles, les grandes villes, Paris, Bordeaux bien sûr, mais aussi des villes moyennes comme Grenoble, Saint-Malo ou encore des communes d'outre-mer. Une zone bien plus étendue que prévu. Il faut rester raisonnable et il ne faudrait appliquer, à mon sens, cette mesure que sur les grandes communes où il y a une vraie tension. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est avoir une politique, comme on le dit depuis des années, de logement, une vraie politique du logement en France qui permette de construire des logements. Pour cet agent immobilier, le texte pourrait même avoir des effets pervers. Il prévoit des exceptions en cas de travaux notamment, mais il risquerait d'effrayer des investisseurs sur un marché qui a déjà tendance à se tasser ces derniers mois. Or, moins d'investissements, cela signifie moins de logements. Il faut pousser les investisseurs privés à investir dans l'immobilier. Mais pour ça, il faut donner des signes politiques forts. Il faut les aider. Aujourd'hui, on n'a que du punitif. Les associations de locataires soulignent une avancée, mais elles espéraient que le gouvernement irait plus loin. S'il limite les hausses à la relocation, le décret ne prévoit aucune baisse pour les loyers qui ont déjà fortement augmenté. Aucune nouveauté non plus sur les renouvellements de bail, des moments de négociation souvent tendus entre locataires et propriétaires. Pour tous les autres loyers, ceux du secteur HLM, ceux du secteur privé qui sont actuellement en cours de bail, eh bien pour tous ces loyers-là, la hausse continuera et on n'exercera aucune pression pour que ça baisse. La ministre du Logement promet une concertation avec les professionnels avant de soumettre le texte au Conseil d'État. Une concertation qui s'annonce musclée, d'autant qu'en ligne de mire, il y a une grande loi prévue pour 2013. Et nos premiers invités ce soir, Elisabeth Chavelet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, rédactrice en chef adjointe à Paris Match, avec nous pour commenter ce soir l'actualité politique, et notre chroniqueur Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Pour commenter l'actualité économique de ce soir, Jean-Louis, c'est la décision de la Banque Centrale Européenne. Elle baisse donc le taux directeur de la zone euro. C'est une bonne nouvelle? C'est une excellente nouvelle. En tout cas, elle baisse pour essayer de contribuer à relancer la croissance en Europe. Alors d'ailleurs, Mario Draghi, en présentant cette baisse de taux d'intérêt, qui fait qu'aujourd'hui c'est au plus bas historique, jamais elle a baissé depuis qu'elle existe, 1997, elle a présenté un taux à 0,75%, moins d'1%, a mis en avant le rapport qui avait été publié la veille par 3 instituts de conjoncture, le français INSEE, IFO l'allemand et Istat l'italien, qui affirment maintenant que la zone euro est en récession. Ce n'est pas le cas de la France, heureusement, mais la zone euro dans son ensemble est en récession et elle le restera ainsi jusqu'à la fin de l'année. Alors en quoi ces 0,75% sont une bonne nouvelle, que ça peut aider à relancer la croissance? Il faut comprendre que la Banque Centrale Européenne est la seule banque en Europe qui a le droit, qui peut créer de la monnaie ex nihilo. Elle peut faire marcher la planche à billets comme elle le souhaite. Et cet argent qu'elle peut créer, elle va le prêter aux banques commerciales à 0,75%, donc à un très bas taux d'intérêt. Ces banques vont récupérer donc cet argent, cette liquidité, comme de l'eau fraîche, à un très bas taux d'intérêt, et elles peuvent le recycler dans l'économie, le prêter d'abord aux États, qui en ont bien besoin pour refinancer leur fameuse dette souveraine, le reprêter à l'économie, le reprêter aux ménages, notamment les taux d'intérêt immobiliers sont fondés sur ces taux banque centrale. Donc c'est effectivement un facteur, une bonne nouvelle, c'est un facteur de soutien. Jean-Louis, est-ce que c'est une bonne nouvelle aussi pour les marchés financiers? Alors si on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, on aurait la volonté de répondre oui, mais en réalité ça répond non. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les taux d'intérêt espagnols, les taux d'intérêt italiens remonter. On a vu les bourses, quelles qu'elles soient, notamment Paris qui a baissé de plus de 1%, baisser, c'est-à-dire qu'elles ont été déçues. Et là, on rentre dans quelque chose d'assez compliqué. Parce que quoi qu'on fasse, c'est mal
interpréter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? La Banque Centrale Européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque de Chine se sont mis tous les trois d'accord pour baisser leur taux d'intérêt, pour donner un signe de volonté de reprise. Et quelle a été la réaction quand on interrogeait les gens qui étaient un peu sur les marchés? Il faut vraiment que la situation soit grave pour qu'ils agissent ainsi de concert, de manière spectaculaire. C'est vraiment que c'est très grave. Et donc, comme c'est très grave, eh bien, ça se répercute. Ils ne l'auraient pas fait. Alors vraiment, alors qu'on a vraiment besoin de ça, ils ne le font pas. Ils le font, ça prouve que c'est grave. Ensuite, on est en train quand même de réfléchir au lendemain de ce sommet européen. On voit bien que le communiqué n'est pas bien précis, on demande un certain nombre de précisions. Donc, en fait, on conclut que la BCE, c'est bien d'avoir baissé le taux d'intérêt, mais par rapport à l'ensemble des mauvaises nouvelles, cette bonne nouvelle ne fait pas le poids. Jean-Louis, puisque vous parlez du sommet européen, on l'a dit tout à l'heure au Sénat, il y avait aujourd'hui le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, il est venu présenter les résultats de ce Conseil européen, de ce sommet des 28 et 29 juin. Et c'était un petit peu la semaine, Elisabeth Chavelet, la semaine Ayrault, la semaine aussi de tous les dangers. Ayrault, il était partout, à l'Assemblée, au Sénat, aux 20h de TF1, au Conseil des ministres, il a annoncé des mesures. Est-ce qu'il a passé cette semaine décisive? Écoutez, ce qui a marqué surtout, c'est son discours vraiment de politique générale à l'Assemblée. Alors, bon, ce genre de discours, c'est un exercice obligé et ça n'a jamais fait rêver, surtout, si vous voulez, dans une période, Jean-Louis l'a dit, de décroissance européenne, de récession. Bon, ça, c'est une chose. Donc, on l'a accusé d'être plat, on l'a accusé d'être long. Il a fait le job, très bien. Bon, sur le plan il a fixé le cap. Bon, et c'est-à-dire, il a dit, bon, on va respecter la baisse des déficits. Moi, ce que je trouve la grosse faiblesse, qui traduit un peu d'ailleurs toute la politique pour le moment du gouvernement, c'est qu'ils ne disent pas la vérité. Ils n'appellent pas un chat. À savoir que si il veut respecter ses objectifs de déficit, il va falloir que les Français se serrent la ceinture et très fort. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans les mois à venir, on va leur annoncer des hausses d'impôts beaucoup plus violentes que celles qu'ils ont dit. La Cour des comptes l'a dit, la TVA ou la CSG, je ne sais pas ce qu'on pense Jean-Paul, mais vont sûrement augmenter. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand on ne dit pas la vérité? C'est que la confiance baisse. Et qu'est-ce qui se passe depuis des années? Comment se traduit la baisse de la confiance? Eh bien, c'est que dans les élections, l'abstention augmente, record aux législatives, et que les extrêmes, droite et gauche, montent. Et ça, je pense que pour un gouvernement, c'est un risque énorme politique. Puisque de ne pas dire la vérité. Le mot tabou, Jean-Louis, c'est la rigueur. J'ai vu que dans un sondage, les Français sont 2/3 à estimer que les annonces de ce gouvernement sont des mesures de rigueur. Dans ce cas-là, puisque tout le monde le sait, pourquoi ne pas le dire? Elle commence. C'est un début. Oui, ça commence à le dire. Je pense qu'il y a l'ombre de Raymond Barre qui pèse encore, puisqu'en fait, il a présenté, il l'appelait, lui, plan de rigueur. Donc ils se disent, si on reprend ce mot, on apparaît comme des barristes de gauche. Alors, c'est aussi l'ombre de 1983, à savoir le tournant de la rigueur, où les socialistes arrivaient au pouvoir, ont fait une politique un peu laxiste, et puis il y a eu la pause dans les réformes de Jacques Delors, et le tournant de la rigueur. Et donc aujourd'hui, ils voient ça comme un échec. Si on arrive et qu'on parle de rigueur, c'est un échec. Justement, dans ce contexte, Elisabeth Chavelet, la popularité, parce que chaque semaine, Paris Match publie le baromètre des personnalités. Chaque mois, tout à fait, le baromètre des personnalités politiques. Où en est le couple exécutif? Alors, on l'a publié il y a un mois, donc c'était au départ. Donc au départ, c'était un peu la joie. C'était 67 pour Nicolas Sarkozy, 67 pour son Premier ministre et 63. Donc nous, le prochain qu'on va publier, c'est dans une semaine, mais on regarde, pour François Hollande, mais on regarde les autres. Ce qui s'est passé, ce qu'on voit, ce qui est assez spectaculaire, c'est une baisse assez rapide. Les derniers, c'est Viva Voice, donne une baisse de 7 points après justement le discours d'investiture. Et ce qui se passe, c'est que donc il n'y a pas d'état de grâce. Je rappelle quand même qu'en 2007, la popularité de Nicolas Sarkozy avait baissé au bout de 7 mois et celle de François Fillon au bout d'un an. Alors même si les scores restent de 52-53%, il n'y a pas d'état de grâce. Et ce qu'on remarque aussi, ce qui est important, c'est que ça baisse surtout chez les socialistes et chez les électeurs du FN, c'est-à-dire chez les classes populaires. Et les experts en tirent la conclusion que, bon, cet été, comme d'habitude, les sondages vont un petit peu remonter, mais que ça risque d'être très chaud à la rentrée. L'été sera chaud, Jean-Louis, et la rentrée aussi. L'automne. Je pense que l'automne, parce qu'en fin de compte, à l'automne, nous aurons le débat de politique budgétaire qui commencera pour 2013. Voilà, les vrais ennuis commencent. Et les problèmes d'autres impôts.
et des baisses de dépenses qui ne feront plaisir à personne. Voilà. Bon, vous reviendrez pour en parler? Volontiers. Merci beaucoup Elisabeth Chavelet, merci Jean-Luc Roubaud. Nous ouvrons à présent notre page internationale en Syrie. Le conflit armé ne montre aucun signe de faiblesse, au contraire. Les violences redoublent d'intensité à la veille d'une réunion internationale qui doit se tenir demain à Paris. Une réunion d'ores et déjà, vous allez le voir, boycottée par Moscou. La Chine emboîte le pas de la Russie en annonçant aussi son absence. Dans ces conditions, on peut se demander quel sera l'impact d'une telle conférence des amis de la Syrie. On voit cela avec Jérôme Rabier. Une centaine de pays présents, François Hollande en ouverture et 2 grands absents. La conférence des amis du peuple syrien qui s'ouvre demain à Paris suscite autant d'espoir que d'interrogations. L'espoir de trouver enfin une issue acceptable après 16 mois de guerre civile avec un objectif, pousser au départ Bachar el-Assad et préparer la transition. L'idée maîtresse, vous l'avez bien comprise, c'est que cette conférence soit utile et avec des résultats concrets sur le plan humanitaire bien sûr, sur le plan des soutiens à l'opposition syrienne et sur le plan politique et aussi sur le plan des sanctions. Tout le monde comprend que Bachar el-Assad doit partir. Tout le monde, à l'exception notable de la Russie et de la Chine, ces 2 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ne feront donc pas le déplacement à Paris demain. Un boycott qui réduit encore les chances de réussite de ce sommet. Depuis Damas, le chef des observateurs de l'ONU en Syrie critique vivement cette situation. On a le sentiment qu'il y a beaucoup trop de discussions dans des beaux hôtels, dans d'agréables réunions, alors que l'on agit trop peu pour aller de l'avant et arrêter la violence. Alors que l'unité de l'opposition syrienne se fissure sur le terrain, l'armée libre hostile à Bachar el-Assad continue de résister. Ce matin encore, 13 personnes ont été tuées dans le pays selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La suite du 22h et je vous propose à présent de suivre un entretien avec l'un des hommes forts de la Côte d'Ivoire, craint ou admiré. Une chose est sûre, vous allez le voir, il suscite les passions. Guillaume Soro a été Premier ministre du président ivoirien Alassane Ouattara. Il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Il parle de la situation de son pays, bien sûr, du procès à venir de l'ancien président Laurent Gbagbo et de ses relations avec la France de François Hollande. C'est un entretien enregistré en début de soirée. Regardez. Invité politique du 22h de Public Sénat, il a été ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara. Il est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, bonsoir. Bonsoir madame. Et bienvenue à vous. Je voulais d'abord vous faire réagir à cette une, il y a quelque temps, du magazine international Jeune Afrique, le fabuleux destin de Guillaume Soro. C'est le cas? Il est fabuleux ce destin? Écoutez, c'est vrai que quand on a été Premier ministre, ministre de la Défense en Côte d'Ivoire et qu'on a été élu président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, c'est tout un honneur. Et c'est quoi la clé de ce destin? Écoutez, je pense qu'il faut s'atteler à faire son travail avec compétence, avec loyauté. Je pense que ce sont des atouts qui peuvent beaucoup vous y aider. Quand on lit Fabuleux Destin, on se dit qu'il ne peut que continuer jusqu'au bout, jusqu'au sommet de l'État? Écoutez, je pense que chacun d'entre nous souhaite évidemment donc, la poursuite d'un destin formidable. Mais en même temps, il faut savoir raison garder. Alors 1 an après la fin de la crise post-électorale dans votre pays et l'investiture du président Ouattara, où en est, Guillaume Soro, le processus de réconciliation à la fois géographique dans tout le pays et entre les partisans de Laurent Gbagbo et les partisans du président actuel? Oui, disons qu'un an après, les choses, de mon point de vue, se sont notoirement améliorées. Évidemment, la réconciliation est une quête de longue haleine. Nous avons... Le président de la République, dès qu'il a pris le pouvoir, a mis en place une commission dialogue, vérité, réconciliation, calquée sur le modèle sud-africain. Et cette commission s'est mise à travailler. Nous avons pu ressentir les effets bénéfiques, n'est-ce pas, de ce processus de réconciliation à l'occasion des élections législatives. Avec une telle commission, est-ce que cela rapproche les gens ou est-ce que cela peut attiser aussi les cicatrices? Non, la commission fait du bon travail. Nous avons ressenti les effets bénéfiques de la réconciliation parce que nous avons pu faire des élections législatives apaisées sur l'ensemble du territoire sans qu'il y ait des heurts.
Alors, nous allons parler en détail de la situation politique de votre pays, mais d'abord sur la situation économique. Quand il y a une transition politique, on sait qu'il y a des difficultés. Où en est aujourd'hui la Côte d'Ivoire et la croissance? Disons que effectivement, la situation économique de la Côte d'Ivoire était difficile. C'était une véritable conjoncture. Quand nous avons pris le pouvoir en avril 2011, le FMI et la Banque mondiale tablait sur une croissance négative de notre économie à autour de 7%. Mais le travail, l'effort du gouvernement, et je dois dire que la crédibilité du président de la République et sa bonne connaissance des mécanismes économiques ont permis à la Côte d'Ivoire aujourd'hui de ressortir, de relancer, d'assainir ses finances publiques et d'obtenir, n'est-ce pas, le point d'achèvement de l'initiative PPTE qui permet l'allègement de la dette de la Côte d'Ivoire. PPTE, c'est pays pauvres, très endettés. Vous savez que la Banque mondiale avait initié un programme en vue d'alléger la dette des pays pauvres, déclarés pauvres et qui étaient surendettés. Et c'était le cas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus un pays surendetté grâce aux réformes économiques. Et Guillaume Soro, le taux de croissance? Le taux de croissance de la Côte d'Ivoire prévu pour 2012 est de 8%. Voilà. Ça fait réfléchir les Européens. Ah oui, mais ce qui est formidable. Alors sur le plan politique, actuellement, il y a des partisans de Laurent Gbagbo qui sont en prison en attente de jugement. Est-ce qu'ils seront jugés avec toutes les garanties des droits de l'homme? Justement, pour ne pas qu'on nous accuse d'une justice des vainqueurs, nous avons fait appel à la Cour pénale internationale, donc à la justice internationale, pour venir dans notre pays, pour faire les investigations, et personne, j'imagine, ne peut, n'est-ce pas, accuser cette justice internationale de partialité ou de complaisance. Le procès de Laurent Gbagbo est à venir, c'est à La Haye. Qu'en attendez-vous? Écoutez, moi, en tant que président de l'Assemblée nationale, qui ai vécu ces événements avec beaucoup de meurtrissures, j'attends justement que justice soit faite. Vous avez parlé de la Cour pénale internationale, Guillaume Soro. Elle mène une enquête en Côte d'Ivoire sur des crimes de guerre remontant à 2002. Est-ce que c'est une épée de Damoclès sur votre tête ou est-ce que vous êtes serein? Ah non, pas du tout, pas du tout. Je crois que j'étais Premier ministre avec le président Alassane Dramane Ouattara quand nous avons fait appel à la Cour pénale internationale pour venir investiguer librement sur l'ensemble du territoire. Donc la Cour pénale a émis des mandats d'arrêt et Guillaume Soro n'a pas été mis en cause. Mais si vous étiez amené à expliquer votre rôle, vous le feriez, que diriez-vous? Écoutez, moi j'ai signé un accord politique pour faire des élections démocratiques et transparentes dans mon pays. C'est pour ça que j'ai été nommé Premier ministre. J'ai tenu le pari avec la communauté internationale, notamment les Nations Unies. Nous avons pu réussir le calendrier électoral. Des élections se sont tenues. Le peuple souverain de Côte d'Ivoire a choisi son dirigeant, qui est Alassane Dramane Ouattara. Et cette élection a été certifiée par les Nations Unies. Très peu de pays en Afrique peuvent se targuer d'avoir un tel processus réussi. Alors en France maintenant, c'est un nouveau pouvoir qui est arrivé. Vous avez pu rencontrer votre homologue à l'Assemblée nationale, c'est Claude Barthelone. Quelle relation, Guillaume Soro, vous entretenez avec ce nouveau pouvoir dont on sait que certains d'entre eux étaient plus proches avant de Laurent Gbagbo que d'Alassane Ouattara? Écoutez, je crois que le principe, c'est la continuité de l'État. Et donc les rapports entre États sont impersonnels. Il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de relation d'amitié qui peut se créer? Non, je veux dire que, quelles que soient les personnes qui animent les institutions de part et d'autre de nos États, le plus important, c'est que ces États entretiennent des relations fortes. La Côte d'Ivoire a des relations fortes, privilégiées, historiques, avec la France. Parce qu'on se souvient que le président Ouattara avait une relation, on va dire, particulière avec M. Sarkozy. Oui, bien sûr, cela forcément a servi. Mais en même temps, je dis qu'aujourd'hui, c'est le président Hollande qui dirige la France. La Côte d'Ivoire continuera d'avoir
de bonnes relations avec la France. Alors le président Hollande, il reçoit aujourd'hui, vous le savez, le président du Gabon, Ali Bongo. Demain, il reçoit Macky Sall, le président sénégalais. Et lundi, il reçoit le chef d'État guinéen, Alpha Condé. Pendant longtemps, on a bien sûr reproché à la France ses relations ambiguës, particulières avec l'Afrique. Est-ce que vous sentez un changement de climat? Évidemment, la politique française pour l'Afrique du Parti socialiste n'est pas la même que celle de l'UMP. Mais de toute façon, nous, Africains, ce que nous considérons, ce sont les relations historiques que nous avons toujours eues avec la France. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, vous savez bien que la France continue d'être le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Et en même temps, en Afrique de l'Ouest, la France a la plus grande communauté étrangère dans notre pays. Donc, nous considérons que... Donc c'est le changement dans la continuité, on va dire, avec ce nouveau pouvoir. Voilà, l'État, c'est une continuité. Je voudrais évoquer avec vous la situation du Mali. Il y a les attaques contre le patrimoine, il y a les exactions commises par les islamistes d'AQMI au nord Mali. Comment vous jugez cette situation? Alors la situation au Mali, je vous le dis tout net, préoccupe au plus haut point les autorités ivoiriennes. Vous savez que nous partageons une longue frontière avec le Mali, donc nous sommes très très préoccupés. En plus, le président de la République de Côte d'Ivoire préside la CEDEAO, le regroupement sous-régional de 15 États. Donc c'est une situation de crise très grave et nous considérons qu'il faut une mobilisation générale de toute la communauté internationale pour aider les initiatives de la CEDEAO pour trouver une solution à la crise malienne. Vous qui avez été ministre de la Défense, est-ce que selon vous, il faut intervenir dans ce pays militairement? Et si oui, faut-il une force régionale africaine pour le Je faire? crains qu'on ne puisse éviter l'intervention militaire au Mali. Il faut être honnête, il faut être clair. Les enjeux au Mali, c'est la sécession de ce pays. Et il y a des forces islamiques au nord qui proclament la sécession et personne ne peut accepter que l'intégrité du territoire malien soit touchée. Il y a un risque d'embrasement régional. Est-ce que vous craignez pour le Sahel? Évidemment, nous considérons que depuis la Libye, aujourd'hui le Mali, si rien n'est fait, effectivement, pour stopper toutes ces velléités sécessionnistes, c'est un vrai Donc vous tirez la sonnette d'alarme. Voilà. Par rapport aussi à votre pays. Pour terminer, Guillaume Soro, on vous décrit souvent comme à la fois un seigneur de guerre et un homme, un responsable politique. Est-ce que les deux sont toujours compatibles aujourd'hui, selon vous? Je n'ai jamais été un seigneur de guerre. Je ne suis ni militaire, ni seigneur de guerre. J'ai toujours été un homme politique. J'ai, dans ma jeunesse, été leader du mouvement étudiant. Et quand j'ai fini mes études, j'ai embrasé une carrière politique. On vous décrit aussi comme un homme très ambitieux. Là, vous n'allez pas me contredire, c'est la vérité. Écoutez, c'est même légitime d'avoir des ambitions mesurées. Mesurées, toujours. Merci beaucoup, Guillaume Soro, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci, madame. Voilà pour cet entretien enregistré donc en début de soirée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle et douce soirée en notre compagnie. Et si l'espace était une solution à nos problèmes, à la crise, au chômage, à la grisaille, si l'espace nous faisait à nouveau rêver et nous offrait en même temps de nouveaux terrains de développement. Eh bien, c'est de cela dont on va parler cette semaine sur Public Sénat avec un débat bien sûr et un documentaire sur l'épopée du lanceur Soyouz, celui qu'on a surnommé le camion de l'espace. Benoît Duquesne présente Le Débat, samedi à 23h sur Public Sénat. Un homme qui appartient, je ne sais à quel trop pays, quel continent, et qui accepte de donner sa vie pour un pays dont il n'est pas. Pour moi, c'est le comble de l'abnégation. Français par le sang versé. C'est bon là, dégagez! Ou comment une loi a fini par permettre aux légionnaires blessés au combat d'acquérir la nationalité française. On a servi à un pays avec des armes. Étant blessé,
pour moi, ça crée un lien. Je sais pas, ça m'a dit que maintenant, je vais finir ma vie ici. Français par le sang versé, lundi à 22h30 sur Public Sénat. Après des mois de campagne et le soutien actif d'un Sénat à gauche, c'est l'heure de célébrer la victoire du nouveau président. Il y a du monde, hein? Ah tiens, François. J'adore les François. Au lendemain du 6 mai, on pense déjà à la composition du futur gouvernement. Écoute, ce matin, il te donne parmi les ministres. Oui, parmi. Je suis trop vieille. Certains sénateurs, des fidèles de François Hollande, rêvent d'être ministres. Des espoirs déçus, car dans le premier gouvernement héros, une seule sera appelée. Madame Nicole Bricq, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Nicole Bricq n'aura été rapporteure du budget que quelques mois. Première femme à occuper ce poste prestigieux. En pleine campagne présidentielle, elle fait adopter au Sénat le programme fiscal de François Hollande. Après 40 ans de vie politique, elle devient ministre pour la première fois. Être ministre, c'est toujours un CDD, hein? Chacun lui reconnaît sa rigueur, sa connaissance des dossiers, son franc-parler aussi. Une ministre inconnue du grand public, médiatisée malgré elle, après un changement de poste inattendu, un mois après sa nomination. Nous l'avons suivie dans ses premiers pas au sommet de l'État. Conception différente, nous le savons, selon les pays. Quand François Hollande l'appelle pour lui proposer l'écologie, c'est une surprise. Elle qui se voyait plutôt au budget, accepte au bout de 5 minutes. Pour la sénatrice, c'est bien plus une mission qu'une promotion. C'est surtout une responsabilité, parce que ce poste est important. Il s'agit de la transition énergétique. C'est dingue quand même. Quoi? C'est dingue. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe, l'écologie? Madame Bricq est ministre de l'écologie? Oui, ça, d'accord. Elle est là. Ah, il est là. C'est ça qui est la motivation essentielle. Bon. En la nommant, le PS montre sa volonté de ne plus sous-traiter l'écologie à ses alliés. C'est lui qui fera la passation, quoi qu'il arrive. J'ai pas de problème par rapport au nucléaire. Il y a personne à l'accueil, personne ne répond au ministère, ils ont déjà fermé les portes. Non, je suis en train d'essayer de récupérer les clés du ministère, puisque moi j'ai la particularité d'avoir une ministre démissionnaire. Oui, mais sur place. Oui, bonsoir, je suis Nicole Bricq. Je vous appelle parce que pour le problème matériel que vous connaissez est protocolaire, donc quelle heure vous arrange demain matin? Voilà, allez, 10h. Nicole Bricq arrive boulevard Saint-Germain, à l'hôtel de Roquelaure. Il y a 20 ans, elle était conseillère au cabinet de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Bonjour. Je suis contente de vous revoir. C'est sympathique d'être là. Bonjour. Directeur des transports. Bonjour. Bonjour madame. Je suis vice-présidente de l'Entrée générale oui, de l'environnement et du développement durable. Oui, bien sûr. Bonjour, Marie Abadi, directeur d'énergie, madame la ministre. Je ne suis pas en terrain incognita. Ce n'est pas Nathalie Kosciusko-Morizet qui lui remet les clés. Elle a quitté le